Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, la critique du jeu Journée, la minute du geek sur Robin des Bois, smartphone, la rubrique smartphone, auto, mais on commence avec les news. Et après, Davy, faut que je te raconte un truc. D'accord, bah après les news. On commence ces news avec la toute première vidéo du prochain Lego Batman. Si le jeu semble réutiliser la recette qui a fait le succès de la série jusqu'à maintenant, on trouvera tout de même dans cet épisode quelques autres personnages issus de l'univers d'ici comme Superman, Wonder Woman ou encore Green Lantern, qui devront s'unir pour contrecarrer les plans du collectif de super vilains dans lequel on retrouve entre autres Lex Luthor ou encore le Joker. Le jeu devrait explorer une nouvelle région de Gotham City et proposer de nouveaux gadgets et même des véhicules. Prévu pour 2012, Lego Batman 2 DC Super Heroes devrait sortir sur à peu près toutes les machines existantes. Après Tim Schafer, c'est au tour de Brian Fargo, fondateur d'Interplay et l'un des pères du RPG moderne, de faire appel à la générosité des gamers pour financer un projet, en l'occurrence Wasteland 2. Sorti en 1988, ce RPG post-apocalyptique est le précurseur de la série Fallout. Brian Fargo avait racheté les droits de Wasteland à Electronic Arts en 2003 et cherchait depuis à financer la suite, jusque-là sans succès. La magie Kickstarter s'est opérée à nouveau et en à peine 42 heures, les 900 000 $ de budget nécessaires étaient déjà rassemblés. L'équipe de développement comptera parmi ses membres plusieurs des créateurs du jeu original, comme Alan Pavlich, Ken Saint-André et le scénariste Michael A. Stackpole, tandis que la musique du jeu sera composée par Mark Morgan, compositeur des deux premiers Fallout et de Planescape Torment. Bref, une équipe de choc. Pour en savoir plus sur le Wasteland original, on vous invite à aller consulter le rétro de Magic qui lui a été consacré, ainsi qu'à Fallout visible sur No Life Online. Ne vous fiez pas aux images qui illustrent cette news. L'idée n'est pas de parler ici de l'excellent Ratchet & Clank A Crack in Time sorti en novembre 2009 sur PS3, mais bel et bien des vieux épisodes PS2. Après Jak & Daxter, c'est au tour de la série Insomniac de se prêter au jeu de la conversion HD. Sony a ainsi annoncé que pour le 10e anniversaire de la saga, ils allaient sortir dans les semaines qui viennent Ratchet & Clank Collection, qui comprendra les 3 premiers titres de la saga. Soit le tout premier Ratchet & Clank, Ratchet & Clank Going Commando, et enfin Ratchet & Clank Up Your Arsenal. Sortis respectivement en 2002, 2003 et 2004, ces 3 volets font partie des perles du jeu d'aventure action PS2, avec un duo emblématique renvoyant bien entendu à l'excellente et non moins concurrente saga Jak & Daxter. Une concurrence saine puisque les studios Naughty Dogs et Insomniac Games ont partagé de nombreuses ressources pour finalement fournir à la PlayStation 2 deux de ses meilleures séries exclusives. On attend donc avec une certaine impatience ces épisodes remasterisés en 1080p avec les trophées et la 3D stéréoscopique qui vont bien. D'autant plus que Ratchet & Clank Up Your Arsenal comprendra bel et bien les modes multijoueurs online que les possesseurs de PS2 non connectés à Internet n'avaient pas pu essayer. Ratchet & Clank Collection sera co-développé par Insomniac et le studio Idle Minds à qui l'on doit les fameux jeux Pain. Seul un point nous inquiète un peu, le fait que cette trilogie soit prévue pour la fin de l'année aux US. Les développeurs ont en effet sous-entendu que ce retard s'expliquait par une surprise encore tenue secrète, qui a donc toutes les chances de nous passer sous le nez. Donc c'était vendredi dernier. Oui. Donc j'étais tout seul. Dis aux gens, je vais peut-être pas vous regarder tout le temps parce qu'Alex est juste derrière la caméra. Donc... Ouais, donc voilà, j'étais tout seul, il était 2h30 du mat, entre la nuit de vendredi à samedi, tu vois. Ouais. Et comme chaque soir, en ce moment, je fais du France 5. Donc j'étais vraiment tranquille et pas un chat dans les locaux. Je mettais France 5 avec le son à fond. Hein. Tu sais, en sous-sol, on peut se faire plaisir. Et je bossais là-dessus. Quand tout d'un coup... Ah, attends. On va regarder la critique de jeu Journée. Tu diras après parce qu'il faut teaser quand même. C'est comme ça, 100%. Il existe encore des jeux qui échappent à toute contrainte. Contraintes liées au genre, contraintes liées à la notion même de gameplay, contraintes de toucher un large public. Des expériences interactives développées par une poignée de studios qui osent se jouer des règles tacites de notre média. Des studios comme Vad Game Company, fondé en 2006 par Genova Chen et Kelly Santiago. Vad Game Company possède un statut particulier. Il a en effet été signé par Sony pour développer 3 jeux téléchargeables exclusifs au PSN, récemment renommés Sony Entertainment Network.
Sony a laissé carte blanche au studio pour le développement de ses 3 titres vitrines. Le premier n'est autre que Flow, un projet étudiant sorti sous la forme d'un jeu flash gratuit qui sera adapté sur PS3 en 2007. Le second est plus connu, il s'agit de Flower, apparu sur le PSN en 2009. Pitché auprès de Phil Harrison, alors à la tête de Sony, Genovation s'était contenté d'expliquer son projet en ces termes « On veut faire un jeu qui permette de ressentir le fait de tomber amoureux ». Un pitch évidemment invendable qui n'en devint pas moins la petite merveille que l'on connaît aujourd'hui. Un jeu où l'on fait fleurir des vallées en incarnant le souffle du vent transportant des pétales, le rêve éveillé de malheureuses petites fleurs en pot coincées devant la fenêtre d'un immeuble donnant sur la grisaille d'une ville. Le troisième et dernier jeu du deal lié en Vadgame Company à Sony est Journey. Nous tenons ici à préciser une chose importante. Même si cette critique n'a été réalisée qu'avec des séquences de jeux situées dans les tout premiers chapitres, si vous souhaitez une expérience totale, arrêtez-vous là et allez télécharger le jeu. Plus minimaliste encore que Flower, il propose une expérience comparable à nulle autre, repoussant une nouvelle fois les limites virtuelles de notre média pour jouer sur notre aptitude à la contemplation et explorer notre rapport aux autres. Car si Journey peut s'apprécier en solo, c'est en compagnie d'un joueur inconnu qu'il prend toute sa dimension, un voyageur en ligne croisé au détour d'une dune. Journey est un récit initiatique laissant une grande place à l'imagination du joueur. On y incarne un pèlerin qui tentera de mener à son terme un voyage de 3 petites heures, seul ou accompagné d'un autre joueur, avec lequel il n'aura souvent une relation de maître à élève basée sur la compréhension, la patience et, osons le dire, l'amour. Contrairement à Flower ou Flow, Journey ose la narration. Mais s'il livre quelques clés pour comprendre son univers, par le biais des tableaux à découvrir et des scènes de méditation concluant chacun des 8 chapitres du jeu, il ne fait qu'entrouvrir une porte. À vous, ensuite, de l'ouvrir pour nourrir ce qu'elle abrite de votre propre ressenti. Si Journey refuse certaines des conventions du jeu vidéo, il n'en reste pas moins une aventure interactive où le joueur pourra expérimenter certaines mécaniques de gameplay, aussi minimalistes soient-elles. Pour avancer, le joueur pourra, au choix, utiliser la reconnaissance de mouvement 6-axis de la manette PS3 ou lui préférer les sticks analogiques. Le gauche pour avancer, le droit pour orienter la caméra. En découvrant des symboles cachés dans les environnements, l'écharpe du pèlerin s'allongera petit à petit pour augmenter sa capacité de saut. Mais à chaque fois qu'il décidera de s'élever dans les airs, les symboles de son écharpe perdront leur éclat pour finalement le ramener au sol. Pour pouvoir à nouveau s'en détacher, il lui faudra interagir avec certains éléments du décor, réagissant au vent. Journey joue ainsi sur plusieurs sensations, qui ne cessent de se développer au fil de l'aventure. La sensation de vol, la sensation de glisse, mieux rendue que dans le dernier SSX, et la sensation de marche, tout simplement. Notre pèlerin devra en effet traverser des contrées inhospitalières en luttant contre les éléments, naturels ou non d'ailleurs, mais nous n'en dirons pas plus ici. Si l'aventure proposée peut s'apprécier seule, entre émerveillement et solitude, pour finalement prendre la densité d'un voyage mental, elle peut aussi s'apprécier en ligne. Et là, Journey change subtilement, comme une dune de sable balayée par le vent. La rencontre est aléatoire, et le joueur ne peut communiquer que par le mouvement et le son. En appuyant sur une touche, on peut en effet libérer une note qui se manifestera visuellement par l'apparition d'un symbole. Le dialogue s'instaure ainsi de manière totalement abstraite, sans que l'on sache l'âge, le sexe ou quoi que ce soit sur la personne rencontrée. Seule votre robe indique votre degré d'expérience en tant que pèlerin, celle-ci évoluant à chaque fois que vous finissez le jeu. Journey réinvente tout simplement le jeu en ligne. Interagir avec un autre joueur sans interface dédiée ou le truchement d'un casque permet de développer une forme de langage corporel où l'on manifestera ses intentions, ses émotions par le mouvement. Les ballets que l'on peut exécuter dans les airs prennent alors la forme de parades amoureuses. Très vite, une relation de maître à élève peut également s'installer, le vieux pèlerin guidant le plus jeune en lui montrant ce qu'il peut faire et où se dissimulent les secrets du jeu. La proximité d'un autre joueur permet également de recharger entre guillemets son écharpe pour ainsi atteindre à deux des zones autrement inaccessibles. Le tout en silence, sans l'aide des mots, en tâtonnant, en prenant le temps d'essayer de se faire comprendre ou de comprendre l'autre s'il le souhaite et si vous le souhaitez. La joie ressentie est alors surprenante. Jamais on n'aura autant partagé avec si peu de moyens. Du coup, le format même du jeu prend tout son sens. Si l'aventure ne dure pas plus de 3 heures, c'est parce qu'elle est conçue pour être partagée. On peut ainsi finir le jeu à deux, d'une traite, et ce n'est qu'à la fin que l'on pourra voir apparaître avec les crédits le nom de la personne ou des personnes avec qui on a voyagé. Journey est une expérience stupéfiante, un voyage d'une beauté irréelle, soutenu par une réalisation, une mise en scène et une bande originale de très haut niveau. La musique, composée par Austin Wintory, apporte énormément au jeu et accompagnera chacune de vos actions. On pense à Shadow of the Colossus, à Moebius, à un Overworld. Journey est un voyage sensitif, attisant la curiosité du joueur pour l'émerveiller sans cesse par sa tendresse, sa magie, sa poésie. L'immersion est totale, et après avoir fini le jeu, on n'a qu'une envie, recommencer.
Comme ces films qui trouvent en nous une résonance particulière et que l'on retourne voir dans la foulée. Journey, c'est un grand 8 émotionnel qui nous mènera au bord des larmes sans que l'on sache vraiment pourquoi. 3 heures de bonheur, si ce n'est 6, 9, 12, ça ne se refuse pas. Donc je te disais que j'étais tout seul à No Life. Ouais. Et là, dans mon bureau, il y a un jeune qui arrive, qui rentre. Il fait « Oh, qu'est-ce que tu fais là ?» Alors là, tout de suite, je me dis « Bon, il y a Mais tu le connais ? Quelqu'un que je connais pas du tout, qui rentre dans mon bureau et qui me dit « Ah, ben il y avait du monde ici !» Un truc comme ça, avec un verre de bière à la main. Et là, tout de suite, je me dis « Bon, c'est un copain à qui ?» Alors, ça doit être un copain à Cyril. Ah non, Cyril il est à Bordeaux. C'est peut-être un copain à Seb. Ben non, Seb, il est à Marseille. Qui est-ce qui peut venir tard le soir et ramener des potes? Tu sais, souvent c'est le cas. Les gens ils ramènent des potes et puis les gens descendent en bas me dire bonjour. Ouais. Et la personne je la connaissais pas du tout quoi. Alors je me lève, je fais oh bonjour, qui es-tu? Et là je m'aperçois que il est pas tout seul. Ils étaient trois jeunes avec des bon je pense la vingtaine, tu vois, étudiants avec des verres de bière qui étaient là en train de se marrer comme des baleines. Ils avaient l'air d'avoir pas mal bu. Ok, on va regarder la minute du geek sur Robin des Bois parce que lui aussi il se marre souvent comme une baleine. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Robin des Bois est un bon exemple de personnage populaire que tout le monde connaît, mais au sujet duquel on ne sait finalement pas grand-chose. Dans la plupart des histoires au sujet de Robin, il vit à l'époque de Richard Cœur de Lion, affronte le prince Jean qui a usurpé la couronne avec son âme damnée, le shérif de Nottingham, vit dans la forêt de Sherwood avec ses joyeux compagnons et détrousse les riches pour donner aux pauvres. Dans certaines versions, Robin serait en fait Robin de Locksley, un noble privé de ses terres. Robin a enflammé l'imagination des cinéastes. Il a été immortalisé au cinéma par Douglas Fairbanks, Errol Flynn, Sean Connery, Cary Elwes ou Kevin Costner. Tous ces films recyclent les mêmes ingrédients de base. Le récent film de Ridley Scott a pris le parti de dépeindre Robin des Bois sous un angle historique. S'il est plutôt malin d'associer Robin à la ratification de la Charte de la Forêt de 1217, malheureusement le film est un tel gloubi-boulga d'approximation historique qu'il passe totalement à côté de ce qui aurait pu faire sa force. De manière assez intéressante, les premières légendes et ballades mettant en scène le personnage se déroulaient pendant le règne d'un roi nommé Édouard. Ce n'est qu'au XVIe siècle que Robin commença à être associé à Richard Cœur de Lion. La vision moderne de Robin des Bois est en grande partie due à l'écrivain Sir Walter Scott, qui dans son roman Ivanhoe fera de Robin des Bois un des personnages secondaires les plus importants. C'est Walter Scott qui le premier le nommera Robin de Locksley, et c'est aussi dans Ivanhoe que l'on trouve pour la première fois la fameuse scène où lors d'un tournoi de tir à l'arc, Robin parvient à fendre la flèche d'un rival en deux avec sa propre flèche. Même si Robin des Bois est un personnage fictif, il est possible qu'il ait été inspiré d'un vrai hors-la-loi du XIIIe siècle, Roger Godberd. Les ressemblances sont en effet troublantes. Roger était le vassal de Simon de Montfort, comte de Leicester, qui avait pris la tête d'une révolte de barons contre le roi Henri III, le fils du prince Jean. Après la mort de Montfort à la bataille d'Ivesham, Godberd devint un hors-la-loi. En 1267, à la tête d'une bande de rebelles qui comptait une centaine d'hommes, Roger Godberd s'installa dans la forêt de Sherwood, où il resta pendant 4 ans. Il fut finalement capturé par Réginald de Grey, le shérif de Nottingham. Il parvint toutefois à s'échapper du château de Nottingham. Après d'autres aventures rocambolesques, il fut à nouveau capturé et envoyé à la Tour de Londres. Entre-temps, le roi Henri III mourut, et son fils Édouard Ier, qui était parti en Orient mener la 8e croisade, revint donc en Angleterre pour être couronné. Édouard Ier émit un pardon royal et Roger Godberd, gracié, put retourner à sa ferme où il vécut le reste de ses jours. Et là, je réalise que c'est des inconnus. Ils avaient pas l'air méchants, hein, mais c'est des gens que je connais pas. Et ils me font ah ouais, la porte était ouverte en haut. Alors on est venu voir, ah c'est marrant, hein, on voit un peu nos lives de l'intérieur, c'est rigolo. Je fais quoi, la porte était ouverte? Oui, c'était ouvert. Ah on a essayé de jouer à la borne, hein, mais elle marche pas. On a mis une pièce et ça sert à rien. Merde, mais comme ça vous rentrez chez les gens comme ça. Oui, n'appelez pas la police, hein, on est juste des fans de No Life, y a pas de problème et tout. Je fais d'accord. Je fais mais c'est la porte sur la rue ou la porte immeuble? Il fait non, la porte de l'immeuble. Ah parce que j'habitais dans l'immeuble avant il y a 2 ans, mais là je suis revenu et les codes ont pas changé. Ah c'est trop drôle. Et donc quand j'ai poussé la porte, elle s'est ouverte. Je fais ah elle était fermée, mais elle était mal fermée. Oui c'est ça. Ok, la rubrique smartphone. Moto Heroes est la nouvelle simulation Red Lynx et la toute première à être éditée par Ubisoft depuis l'acquisition du studio finlandais par l'éditeur français.
Connu pour l'excellent Trials HD, sorti sur le Xbox Live Arcade, Red Lynx n'est pas pour autant un débutant sur les smartphones et autres tablettes tactiles, puisqu'on leur doit Monster Trucks Nitro 2 ou encore la série Draw Race sur iOS. Avec Moto Heroes, le studio reste dans son créneau de prédilection, le jeu de course à obstacles basé sur la physique. Leur nouveau titre propose 6 environnements composés chacun de 5 niveaux assez courts, chaque environnement met en scène un véhicule différent que l'on pourra upgrader. Chaque course permet de gagner jusqu'à 3 étoiles. Celles-ci s'obtiennent en réalisant un temps minimum, sachant que si la première étoile ne pose pas trop de problèmes, la seconde et la troisième nécessiteront un véhicule boosté. On notera que les développeurs mettent en avant dans la boutique une option Full Upgrade qui permet de maxer immédiatement un véhicule pour 3 €. Les plus impatients pourront donc dépenser 6 fois 3 € pour booster tous les véhicules, soit 18 €, ce qui est évidemment très cher. Les autres devront prendre leur mal en patience et choisir d'upgrader un seul véhicule à fond, utilisable donc dans seulement 5 niveaux, ou alors d'upgrader un peu chaque véhicule. Des pièces peuvent également être ramassées sur les pistes, sachant qu'un coffre difficile d'accès est planqué dans chaque niveau. Agréable à jouer, sans pour autant afficher la maestria d'un Trials HD, Moto Heroes s'avère également un peu plus foufou, avec la possibilité d'activer des bonus tels qu'un jetpack, un ressort, etc. Sorti initialement sur WiiWare, ce jeu est téléchargeable pour moins d'1 € sur iPhone et iPod Touch, la version HD optimisée pour l'iPad étant quant à elle plus onéreuse puisqu'elle coûte un peu plus de 2 €. On notera que Moto Heroes propose un mode de jeu en ligne asynchrone où l'on pourra affronter les ghosts de ses amis ou d'autres joueurs sélectionnés aléatoirement. Un bon titre à la direction artistique très cartoon dont le gameplay arcade est certes moins précis que celui d'un Trials HD mais qui n'en reste pas moins sympathique. L'adaptation du très culte Another World sur iOS, disponible depuis septembre 2011 dans une version 20e anniversaire, est désormais accessible sur les plateformes Android. Une nouvelle fois supervisée par Eric Chahi, qui était venu nous parler de la conversion iOS dans un Extra Life, et toujours édité par Dotemu, Another World 20e anniversaire propose donc, outre son aventure inoubliable, des graphismes HD remaniés, une interface tactile innovante, 3 modes de difficulté, des bruitages remasterisés, ainsi que des achievements OpenFaint. Dotemu précise également que le titre supporte officiellement les téléphones Sony Xperia Play et qu'ils se sont associés à la société Zimode Technology pour rendre Another World compatible avec le joystick JS1 qui se connecte en Bluetooth et permet de jouer sans interface tactile à l'ancienne avec 4 boutons et un stick analogique. Vendu autour de 4 €, le chef-d'œuvre français est compatible avec les appareils tournant sous l'OS 2.1 et supérieur. Les Simpsons Springfield, alias The Simpsons Tap Out, est téléchargeable gratuitement sur l'Apple Store US depuis quelques semaines et ne devrait plus tarder à débarquer chez nous. Il s'agit d'un jeu à la SimCity où l'on devra aider Homer à reconstruire Springfield après qu'il ait causé la destruction de la ville en provoquant un accident à la centrale nucléaire. Vu la richesse du jeu en termes de personnages et de bâtiments, la série se prête bien évidemment à merveille à un SimCity-like. On aura ainsi le Quickie Mart de Apu, la ferme de Cletus, la brasserie Duff, les maisons résidentielles de Flanders et compagnie, et ainsi de suite. Il sera aussi possible d'explorer les villes de vos proches et d'accepter des missions afin de gagner des donuts. Bon, si le jeu est gratuit, il embrasse le modèle freemium qui tentera de vous faire mettre la main à la poche pour avancer plus vite dans la reconstruction de votre Springfield. This game is life-ruiningly fun. Le mec connaît tous les codes, mais quand même, il a le culot de rentrer quand même. Ouais, c'est ça. La porte n'est pas ouverte. Donc là, je voyais bien que les gars, ils étaient pas méchants, ils étaient pas malveillants en tout cas. Ils me voulaient pas de mal. Mais quand même, ils rentraient un peu chez moi parce que faut que tu comprennes que quand t'es tout seul le soir à No Life, t'as un peu l'impression d'être chez toi. Tu vois, j'avais enlevé mes pompes, j'avais encore ma bouffe et tout. Tu vois, c'était pas agréable. J'ai vraiment l'impression qu'ils rentraient dans mon intimité, voilà, c'était vraiment ça, quoi. Et je leur dis, bon, bah, va falloir y aller. Mais ils voulaient pas partir. Ils avaient envie de parler. Alors, tu fais quoi comme travail? Ils me connaissaient pas, donc c'est pas non plus des super fans de No Life. Ils m'avaient jamais vu avant. Mais ils me demandaient, tu fais quoi? Je fais du montage, je fais des trucs, je fais des machins. Ça marche comment? Ils voulaient pas partir du tout. Alors, j'ai trouvé la solution pour les faire partir. J'ai dit, écoutez, les gars, j'ai du boulot. Je vous donne je vous donne un t-shirt. Ça leur a fait plaisir. Et donc, du coup, ils étaient d'accord pour partir après. Ok, on regarde Otto.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Cette semaine, c'est le retour des topics. Pendant longtemps, on n'avait plus trop eu le temps d'en faire car on avait eu beaucoup de messages à vous montrer. Mais aujourd'hui, on va se lâcher en topics. Vous aurez aussi les annonces des nouveautés en fin d'émission et on n'oublie pas les sorties CD avec lesquelles on commence. On commence les releases avec Hitto, qui est actuellement en tournée en Europe. Il sera d'ailleurs le 24 à la Japan Party des Nanterres. Mais surtout, il sort 2 singles. Le premier est For Myself, contenant 3 pistes. Le second single de Hitto à sortir le même jour est For My Lover. Il contient 3 autres pistes, ce qui fait un total de 6 titres inédits, sauf pour les fans qui le suivent puisqu'il les joue depuis le début de sa tournée. Depuis hier, 21 mars, vous pouvez acheter Night Songs, le tout nouvel album du groupe Number The. C'est un nouvel artiste qui arrive sur notre antenne et un nouvel artiste qui entre dans le catalogue de Bishi Bishi. La tournée de Trildan approche à grands pas et la sortie de son nouvel album aussi. Hangaku Seimei sortira le 1er avril au téléchargement légal et le 16 avril, le CD sera disponible dans le commerce. On termine avec la sortie de la bande originale de Princesse Mononoke. Depuis novembre 2011, Wasabi Records ressort les BO des grands classiques de Ghibli, et cette fois c'est au tour de cette œuvre de se retrouver sur le marché. Préparez-vous, il sort le 11 avril. On commence les topics avec le groupe Flow. Alors j'avais pas encore eu l'occasion d'en parler dans Auto, mais ce groupe de rock sera l'invité d'honneur musique de Japan Expo. On attend évidemment plus d'infos sur leurs concerts et les potentielles séances de dédicaces. Mais vous savez quoi ? Il n'y a pas que la France qui va profiter de leur venue, ils seront également aux États-Unis pour la convention Anime Matsuri 2012 et leur nouvel album Black and White sortira en version numérique aux States et on peut espérer qu'ils sortent aussi un jour chez nous, ce serait trop bien. Yamada Yu, actrice et mannequin, s'est mariée le 14 mars avec le célèbre acteur Oguri Shun. Et si je vous en parle, c'est parce que Yamada Yu fut également chanteuse de 2006 à 2009 et que j'étais très fan d'elle à l'époque. Mais Yamada Yu, vous la connaissez forcément si vous avez regardé des dramas comme Seigi no Mikata ou encore Mei-chan no Shitsuji. Et elle joue bien la sadique. Quant à Oguri Shun, j'en parle même pas, il est super connu. Il a fait Densha Otoko, Hana Yuri Dango, Hanakimi, des dramas spéciaux Détective Conan, Jui Dolittle et plein d'autres. Bref, c'est un beau mariage entre deux grandes personnalités. Il y a 2 semaines, je vous parlais des Perfumes et de leur début à l'international. Aujourd'hui, on a un peu plus d'infos sur la sortie de leur tout nouveau single Spring of Life. Il est prévu pour le 11 avril et devrait être disponible en édition simple ainsi qu'en édition limitée avec un DVD. Et je croise fortement les doigts pour qu'on puisse aussi l'acheter en numérique dans d'autres pays du monde comme la France. La chaîne de télé japonaise Fuji Telebi a mis le paquet pour promouvoir ses programmes de printemps. Depuis le 16 mars et jusqu'au 16 avril, une grande campagne publicitaire sera déployée et le nom de cette campagne c'est Hana Arashi. Il y a donc un partenariat entre Fuji Telebi et le boys band Arashi et le projet le plus impressionnant mis en place est celui de la Tokyo Tower qui fut illuminée aux couleurs du groupe Arashi le 16 mars. C'était la première fois que la Tokyo Tower était illuminée par 5 couleurs à la fois. On va terminer sur une petite touche légère et rafraîchissante. Les AKB48 font parler d'elle avec leur nouvelle pub pour les bonbons Pucho, car elles se le passent en fait de bouche en bouche. C'est bon ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était pas prévu ça? Ouais, vas-y Caro. Alors donc vas-y, dis-moi ce qui se passe exactement avec la AKB, je sais pas quoi. En fait, elles font genre, elles s'embrassent pas vraiment, tu vois. En fait, elles se passent le bonbon de bouche en bouche. Alors forcément, les lèvres se frôlent un petit peu, mais c'est plus du niveau du smack, quoi. D'accord, mais quoi d'autre? Je sais pas quoi dire de plus. Qu'est-ce que j'ai lu? Ouais, durant le tournage, il y a eu des petits fails et tout. Pourtant, elle s'était entraînée, hein. Parce que bon, passer un bonbon de bouche en bouche, même si t'es proche de tes amis, c'est pas non plus super évident. Ouais. Et quand même, il y a eu des petites erreurs, des petits fous rires. Je pense qu'elles en gardent un bon souvenir. D'accord, mais c'est tout là. On va pas descendre en dessous de la ceinture là. C'est pas l'instant popotin. Quoi? L'instant popotin? Bah ouais, ta nouvelle rubrique dans Toto là, je sais pas quoi. Ah mais non, là c'est l'instant potin, pas popotin. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, vous aurez un nouveau clip de Shimizu Shota, Mada Owaranai, un clip très coloré où il se balade dans la rue en dansant, et puis la mélodie est sympa. Vous les avez vus dans les releases tout à l'heure, le groupe de rock Number The, avec leur nouvel album, et bien leur clip Night Song in the City arrivera bientôt à l'antenne. On revient sur quelque chose d'un petit peu plus pop, R&B avec Kei Yamasaki et un de ses anciens clips, Hontoni Kimi Janai no Kana, en featuring avec Soulja. Une chanson que j'aime beaucoup, mais en même temps j'aime beaucoup ce que fait Soulja, donc je suis facilement influençable. Il y aura aussi du Vocaloid avec le clip Sakana de Kos, et effectivement il y a bien des poissons dedans, parce que le clip s'appelle Sakana, Sakana ça veut dire poisson. N'oublions pas le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life, et enfin une nouvelle qui ravira, j'en suis sûre, la majorité des gens qui regardent l'émission, le nouveau clip de Yui.
c'est marrant quand même que les mecs, ils connaissent No Life, mais ils savent pas qui tu es. Et ils ont quand même, ils se disent, mais ça va, on peut rentrer. C'est-à-dire qu'ils connaissent quand même l'esprit de la chaîne. Ouais, donc ça veut dire surtout qu'ils avaient bu. En fait, je pouvais pas trop parler avec eux parce que un discours logique n'avait pas trop de prise, tu vois. D'accord. Et évidemment, j'avais envie de leur dire, mais on rentre pas chez les gens comme ça. Mais bon, ça servait à rien. Eux, ils étaient vraiment un peu perchés, ils étaient contents dans leur délire, et c'était pas méchant. Donc voilà, ça s'est bien passé au final. Mais s'ils nous écoutent là, je vous dis, messieurs, ce n'est pas bien d'entrer chez les gens comme ça. Même pour me dire que c'est fermé, parce qu'en fait, ils me disaient, oui, tu comprends, on voulait vous prévenir que c'était ouvert. Oui, enfin, quand tu vas prévenir quelqu'un que c'était ouvert, tu mets pas de l'argent dans la bande d'arcade pour essayer de jouer. Ils auraient pu faire juste claquer la porte et ça aurait suffi amplement. Donc les gars, vous étiez bien sympas, mais j'ai un peu flippé quand même. Ça fait bizarre de voir du monde arriver comme ça, alors qu'on se croit tout seul. Surtout que la nuit, dans les autres locaux de No Life, t'avais vécu un truc pas très classe la nuit, des gens qui avaient essayé de rentrer. Non, mais l'autre aventure était bien pire. C'est un cambrioleur qui a essayé de rentrer à No Life, mais il pensait pas qu'il y avait du monde à 3h du mat. Donc j'étais à l'intérieur et j'ai vu les pieds de biche ouvrir les volets. Et je me dis, mon Dieu, ce pied de biche, il va m'arriver dans la figure. Quand t'as vécu ça une fois, après, il y a des gens... Ah ouais, tu te dis, ouais, non, mais c'est pas fort. Mais voilà, donc tout s'est bien terminé, mais je vais faire beaucoup plus attention à mieux fermer la porte maintenant. Très bien. Voilà. Finalement, c'est ma faute. Merci Alex, bonne soirée à vous, à bientôt.